maam Cheikh Fall doo seen morom wane nga ko jëfe nga ko imam la ilaha illallah la imam sunu maam Cheikh Fall doo seen morom wane nga ko jëfe nga ko imam la ilaha illallah la imam sunu maam Cheikh Fall doo seen morom wane nga ko jëfe nga ko imam La ilaha illallah imam suñu maam Cheikh Fall doo si morom wane nga ko jëfe nga ko imam la ilaha illallah imam suñu maam Cheikh Fall doo si morom wane nga ko jëfe nga ko imam
Le vieux, il est encore vivant. Il m'évite, il ne veut pas que je le voie. Mais le vieux, il est encore vivant. Il sait que je suis là, il ne veut pas me voir. Il avait une pirogue neuve. Il cherchait 3 capitaines de bateaux qualifiés pour les amener. Moi, c'était l'occasion de partir. Il y avait moi, mon copain Mauro et un autre. On devait être payés 500 000 chacun. C'est 100 personnes de prévues sur la pirogue. Elle paie tout le vieux, c'est 350 000, 500 000, 600 000 par personne, c'est varié. Lui, il fournit la pirogue neuve, l'essence, l'eau. J'ai demandé au vieux s'il connaît quelqu'un sur place pour appeler et qu'il nous donne les coordonnées exactes GPS pour les îles Canaries. Alors on a appelé le mec et le mec a donné. Le vieux m'a donné 10 000 pour que je puisse rentrer. Pendant 15 jours, j'ai étudié le trajet pour aller jusqu'aux îles Canaries. J'ai étudié, calculé. Il nous fallait 8 bidons d'essence de 200 litres. 8 bidons. Et tu calcules aussi l'eau. Mais tu vois, c'est surtout l'essence qui est important, car en mer, tu n'as plus très soif. Tu n'as plus très faim, tu n'as plus très soif, car déjà, avec la mer, tu peux être malade pendant des jours. Pendant des jours, tu as le mal de mer. Envie de vomir pendant des jours. Si tu bois, tu vas tout vomir. Moi, ça ne me le fait pas, car ça fait des années que je pars en mer. Mais si tu n'es pas habitué, tu vas être très malade. Tu calcules pour plus qu'il ne te faut, hein. Si j'avais calculé pour pile le trajet, j'aurais seulement calculé 4-5 bidons d'essence de 200 litres. Je donne la liste au vieux. Voilà, on a besoin de ça. Il me dit que non, c'est pas possible, c'est trop, il ne va pas donner tout ça. Je lui dis, tu m'as demandé ce qu'on a besoin. Je te dis, on a besoin de ça. Et si c'est pas possible, tant pis, c'est pas grave. Mais moi, je veux sur la pirogue tout ce qu'il y a écrit là. C'est ça qu'on a besoin. Le vieux dit que d'accord, on aura tout ça et il me donne les 250 000. Moi, j'étais partie 2 jours pour me préparer, même si le bateau part de nuit. J'ai dit à ma mère que je partais quelques jours à Jawal. J'étais prêt avec mon sac, mes cirés, mes affaires. Quand je suis arrivée, il y a tout le monde. Le vieux aussi. Je vois que la pirogue n'est pas neuve. C'est seulement retapé vite fait et pas en étant neuf. Je vois qu'il n'y a que 4 bidons de 200 litres, quelques bidons de 20 litres et 4 bidons d'eau. Je vais voir le vieux, à part, sinon tout le monde va être en panique. Je lui dis qu'il n'a pas respecté ce qu'il y avait écrit sur la liste, que ce n'est pas assez, ce n'est pas sûr de partir avec seulement ça. Le vieux dit que non, et je dis que je ne pars pas, et qu'il me donne mes sous, les 250 000 restants. Le vieux me dit qu'il ne me les paie pas si je ne pars pas, et je dis qu'il va me payer parce qu'il n'a pas respecté ce qu'on a demandé et ce qu'on a besoin. Je dis que je ne pars pas et que personne ne va partir, car je vais dire à tout le monde qu'il n'a pas respecté. Il ne m'a pas donné. Je pars voir Mauro à part et lui explique, et lui dit de ne pas partir, que c'est pas sûr, que le vieux n'a pas donné assez d'essence et d'eau. Mauro me dit que non, c'est pas grave, il faut partir, tout est prêt, tout le monde attend. Je lui dis que je ne pars pas et qu'il ne doit pas partir, mais il veut partir, il part. Je vais voir 3 jeunes de mon village et je vais leur dire qu'il ne faut pas partir, que c'est dangereux. Je leur dis de ne pas le faire. Finalement, j'ai dit à mes amis que je ne pars pas, j'ai essayé de les convaincre pour qu'ils n'y aillent pas. Mais ils m'ont dit que j'ai peur, ils s'en fichent, ils veulent partir. Je m'en vais, je les laisse partir. Tu vois, les côtes sénégalaises, c'est rien, c'est calme. Mais les côtes marocaines, c'est agité, il faut de l'essence. Je regarde chaque jour la mer et je vois que la mer chez nous est agitée. Et ça veut dire que nous, on a juste eu un tout petit bout de l'énorme tempête qui était au Maroc. Tu vois, nous, c'est la fin qu'on a eue, c'est rien. Je me dis que là-bas, ça devait être grave. Je calcule en fonction des jours qu'ils sont partis et je me dis qu'ils se la sont pris, cette tempête. Je dis devant la mer à un gars, non, ils ne vont pas arriver. Non, tu es méchant, mais si, ils vont arriver. Mais moi, je regarde seulement la mer et je vois qu'ils ne vont pas arriver. On a attendu 15 jours. Ils ont pris la tempête. Ils n'ont plus eu d'essence et pas assez d'eau. Ils étaient entre le Maroc et l'Espagne. Ils sont morts un par un. Un par un, ils sont morts de soif. Ils commençaient à les jeter, quoi. Sur 100 personnes, un par un, ils sont morts. Finalement, la pirogue a cassé et a coulé. Un gars avait dit à Mauro, si tu survis, donne cette photo à mes parents pour leur dire que je suis mort. La photo, je l'ai vue. Mauro l'a ramené à Popenguine. Il y a eu un seul survivant sur 100 personnes, c'était Mauro. Il a été ramassé et soigné par les gardes-côtes mauritaniennes, mis à l'hôpital et puis refoulé au Sénégal. Il est venu directement me voir à la maison pour m'expliquer. Quand je l'ai revu à Popenguine, mais moi j'étais surprise, j'ai rigolé, hein. Il m'a dit que non, il ne fallait pas rigoler. Mais moi j'ai dit, mais si, mais moi je vais rigoler, moi. Il m'a dit qu'il fallait annoncer aux 3 familles de Popenguine que leurs garçons étaient morts. Mais moi j'ai dit que non, j'allais rien annoncer du tout, que je n'avais pas à faire ça, moi. Bon, on s'est préparé, je l'ai accompagné, on a expliqué. Après, tout le village était en deuil. Mais le vieux là, il ne veut pas me voir.
Moussa, marin pêcheur et lutteur de Popenguine, 35 ans, célibataire sans enfant. À un certain temps, j'ai pris la décision. J'étais chez moi un soir à 22 heures. J'ai appelé un de mes gars à Dakar. J'ai dit comment ça va? Il m'a dit demain mon grand frère il part au Maroc. C'est comme ça que je suis arrivée ici, sans préparer, sans préparation. J'avais du pognon. Pas d'économie, hein. Je t'ai dit que même si j'appelle ma mère, d'aba d'aba, elle m'envoie. Moi j'avais du pognon parce que j'ai travaillé. J'avais 500 euros plus. Je voulais voyager en cachette sans que ma famille soit au courant. Et prendre la voiture pour économiser. Une fois à la frontière, j'ai trouvé là-bas plein de mecs et de filles qui sont fatigués. Je les ai pris en stop, j'ai payé l'hôtel. Ils n'avaient pas de pognon pour continuer, ni pour venir au Maroc, ni pour retourner au Sénégal. Nous, on était 3 dans ma voiture avec plein de bagages. Nous, on venait au Maroc. Je les ai trouvés à la frontière dans le désert entre Mauritanie et Maroc. Il faisait très très chaud, du vent et de la poussière. J'ai dit au gars qui m'a amené, franchement parler, c'est pas facile, hein. Moi, j'ai pas le cœur de laisser les gens ici. J'ai un peu d'argent avec moi, je veux les aider. Après, moi, même si je passe pas, je vais appeler ma maman, elle va m'envoyer du pognon. Il m'a dit, non, 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 ne fais pas ça. J'ai dit que c'est moi qui ai décidé d'aller en avant, donc c'est moi aussi qui décide de les aider. Vous êtes d'accord avec moi? Le gars m'a dit d'accord. Le gars m'a donné 200 euros. Moi, j'ai pris toute moitié de mon argent, 300 euros. Ça fait 500 euros à nouveau. J'ai pris une chambre pour chacun des gars, 1000 ouguiya chacun. J'ai payé une nuit, ça fait 5000. Plus dîner, tout ça, ça fait 10 000 ouguiya. Ça, c'est pas beaucoup d'argent même. J'ai oublié combien c'est en euros. On a passé la nuit ensemble avec les gars. Je leur ai demandé le lendemain, vous allez tenter à nouveau? Ils ont dit oui. Le taxi pour quitter la frontière pour rejoindre les hôtels, c'était moi aussi qui avais payé. Le lendemain, on a payé encore le taxi pour venir à la frontière pour rentrer à nouveau. J'étais à Nouadhibou. On a tenté à nouveau avec les gars, ça n'a pas passé. C'est à cause d'eux que je n'ai pas pu rentrer par la voiture. Moi, je voulais aider les gens. En les aidant, je me suis fait cogner là-bas aussi. Mais bon, pour moi, c'est pas grave, parce que moi, je sais que tôt ou tard, je vais rentrer. Mon gars m'a dit, voilà, si on était passé hier, tout ça, ça n'arrive pas. J'ai dit à mon gars, non, 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 ne t'inquiète pas. Une fois arrivé au Maroc, tu me fais signe. Moi, je prends l'avion. Le policier m'a entendu parler de ça. Il m'a demandé si je voulais prendre l'avion et m'a dit qu'il peut m'aider car un ami à lui travaille dans une agence. Le policier a appelé, il a demandé la réservation. J'ai donné 50 euros au policier. Je lui ai donné 50 euros. Mon grand lui a donné 50 euros. Ça fait 100 euros parce qu'il nous a aidés. Le dimanche, c'est annulé. Le vol encore annulé. Le mardi, c'est annulé. Le mercredi, c'est annulé. Le samedi, je suis venue. J'ai raté 3-4 vols. Mais c'était pas de ma faute, hein. C'est l'agence qui m'appelait pour me dire qu'il y a ceci, cela. En tout cas, l'essentiel, c'est que mon pognon ne parte pas en l'air. J'ai payé le billet à 290 euros. J'ai fait une semaine en Mauritanie en attente. Les gars, moi je les ai aidés. Je suis sortie avec les gars jusqu'à Nouakchott. Je leur ai donné un peu de pognon. J'ai demandé à mon grand. Il m'a dit qu'il a vu une des filles au Maroc. Mais la fille là, elle ne m'a même pas demandé. C'est pas mon problème. Elle travaille là où les filles travaillent au marché de la Médina à Casablanca. C'est pas mon problème, hein. Moi je l'ai fait par gentillesse. Je l'ai fait pour Dieu. Je l'ai pas fait pour l'amour. Il y a des filles, il y a des garçons. 5 que j'ai aidés. À la frontière, c'est le bordel là-bas. Si tu n'as jamais été là-bas, une fois là-bas, tu sauras que c'est le bordel. Il y a les agresseurs là-bas. La vie est un peu compliquée. Le numéro de téléphone qu'on demande aux filles, c'est comme devenu quelque chose d'automatique, hein. Les douaniers, c'est des humains, non? C'est des humains. En fait, à l'aéroport, j'avais pas le choix. On m'a demandé une réservation d'hôtel. Parce que comme j'ai pris un billet électronique, c'est pas quelque chose de normal. Donc ils m'ont demandé une réservation d'hôtel. Je leur ai dit que je n'en avais pas, mais que j'avais mon grand frère au Maroc. Ils m'ont demandé ses coordonnées, je leur ai donné. Ils m'ont demandé il travaille pourquoi? J'ai dit qu'il est transporteur. Ils m'ont demandé ce que je travaille moi. J'ai répondu que moi aussi j'étais transporteur, mais maintenant j'ai décidé de venir travailler au Maroc. Moi j'avais rien du tout, pas d'hôtel de réservation, pas de certificat d'hébergement. Moi ce qui m'a aidé c'est qu'il y avait des filles anglophones, les Nigérianes. Elles étaient à l'aéroport, elles parlent rien du tout à part l'anglais. Les policiers là, ils ne parlent rien du tout à part le français. Leur français même n'était pas très bon. Parce que le Nigeria, c'est les États-Unis d'Afrique, c'est ça la colonisation. J'ai entendu les filles parler avec le policier. Ils m'ont dit... J'ai vu qu'ils avaient des difficultés à communiquer entre eux. Moi j'étais au fond, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit que sans la réservation, je dois retourner. J'ai passé à l'autre. Je me suis mis derrière tout le monde. J'ai rempli une fiche bla 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 comme ça. J'ai rempli aveuglement. J'ai inventé les quartiers, les villes même que je ne connaissais pas. Je connaissais seulement Casablanca. Je te jure, j'ai tout inventé. L'essentiel, c'est que je ne perds pas mon pognon.
J'ai demandé à passer, ils m'ont dit d'attendre mon tour. J'ai dit que je veux juste aider le policier en attendant. J'ai dit au policier que je veux l'aider. Il m'a demandé si je parle anglais et si je suis sénégalais. Et comment je peux parler l'anglais alors que je suis sénégalais? J'ai répété que je parle anglais. Il a dit ok. J'ai expliqué que les filles veulent juste rentrer au Maroc. Le policier m'a dit de leur demander si elles ont rempli les fiches. Elles n'avaient pas rempli. Donc le policier leur a dit de prendre les fiches plus loin pour les remplir. Bon, le policier m'a demandé de les aider. J'ai répondu que si elles avaient les informations correctes, je pouvais les aider. Elles m'ont dit oui. C'est comme ça que je suis partie avec les deux filles. J'ai écrit pour tout le monde. Elles avaient des réservations d'hôtel. Je voulais voler à la fois. Et moi, je serais la 3e place. C'était pas possible car réservation d'hôtel, c'était pas écrit dans mon billet. J'ai laissé tomber. Je suis venue encore à nouveau avec les filles. J'ai expliqué bla bla bla. Immédiatement, le policier s'est intéressé à l'une des plus belles filles. Il m'a dit de dire à la fille qu'elle lui plaît. Elle aussi, comme elle avait peur de ne pas rentrer, elle a accepté immédiatement. Elle a dit ok, il n'y a pas de problème, une fois en dehors, on se passe mon numéro. Le policier a écrit le numéro. Il ne pouvait pas me refuser. Il m'a dit à ton tour. J'ai dit franchement parler, moi je ne connais personne. Mais ce qui est sûr, c'est que mon grand frère m'attend là-bas. J'ai son numéro, tu peux l'appeler. J'ai donné mon passeport, tout. Comme je l'ai aidé, il était trop pressé même de me libérer. Il m'a même pas mis le cachet d'entrée. Il m'a laissé partir comme ça. On m'a attrapé dans les escaliers. Ils m'ont demandé mon passeport. Ils m'ont dit que je n'ai pas de cachet. J'ai dit que j'arrive juste de là-bas. Ils ont demandé au policier et il a dit que c'était vrai, qu'il avait oublié. Il a mis le cachet. Il m'a laissé sortir avec les filles. Une fois en dehors, les filles là, elles ont pris le taxi. Toi, tu connais bien les Africaines, les Sénégalaises. Moi, je les ai aidées. D'une part, elles aussi, elles m'ont aidée car c'est à cause d'elles que le policier m'a laissé. On est sortis ensemble. Elles auraient au moins pu me faire la gentillesse de me dire tu pars où? Si c'est à Casablanca, nous on prend un taxi donc on part ensemble. Elles sont parties sous mes yeux. Elles sont parties, moi je m'en fous, hein? Je m'en fous. Après j'ai vu une Africaine, j'ai oublié son nom. Elle est burkinabèse, elle vit en France. C'est son vol qui a fait escale. Je lui ai dit, pardon ma soeur, je peux prendre ton portable? Elle a dit oui, j'ai pris son portable. J'ai appelé mon grand. Mon grand m'a dit de prendre un taxi. On a causé avec la fille. La fille aussi, elle parlait l'anglais. Je la taquinais en anglais, elle me répondait. C'est comme ça qu'on est devenus amis, elle et moi. Elle m'a dit, tu peux m'accompagner? On va faire des courses. Je l'ai accompagnée, on a acheté à manger, on a mangé ensemble. Elle m'a demandé si j'ai du pognon. J'ai dit que non, que j'ai gaspillé tout mon argent. Elle m'a demandé ce que je fais, j'ai dit que je prends un taxi. Elle m'a dit qu'elle a pitié de moi. Elle m'a donné un peu de pognon. Elle m'a dit que peut-être un jour, on peut se voir encore. La fille, c'était la gentillesse seulement. Elle m'a donné 190 euros. C'est Dieu qui a fait. Moi, j'ai aidé les gens à la frontière. Je suis rentrée à l'aéroport du Maroc avec 0 dirham. Je te jure, 0. Même le policier m'a demandé argent de poche, je n'avais rien. J'ai tout gaspillé. Les 1 semaine que j'ai passé dans les hôtels là-bas en Mauritanie, à la base, j'avais plus de 500 euros avec moi. Mais j'ai pas gaspillé, j'ai aidé et Dieu m'a aidé. J'ai vu quelqu'un qui m'a aidé. Thiofi, 22 ans, arrivé au Maroc en 2014, coiffeur dans un salon au marché de la Médina de Casablanca, célibataire sans enfant.